Les penseurs du modernisme ont décrit rétrospectivement Paris comme son épicentre, catalyseur de créativité et d'innovation en tout genre. Or, peu d'auteurs français ont été étudiés dans le cadre critique du modernisme littéraire, relié le plus souvent à des œuvres anglo-saxonnes. J'entends ici le modernisme en tant que courant de pensée spécifique à l'art de la première moitié du XXe siècle, pictural d'abord, puis transféré à la littérature, dont la période la plus florissante se situerait, selon les spécialistes Bradbury et McFarlane, entre 1910 et 1925. Les anthologies, tant anglo-saxonnes que francophones d'ailleurs, font certainement mention de représentants français du courant, mais fondamentalement, comme le souligne Maurice Samuels dans le Cambridge Companion to European Modernism, le modernisme en tant que catégorie critique n'a pas joué un rôle prépondérant dans l'histoire culturelle française. Il explique ainsi les diverses désignations adoptées en France, les multiples courants qui se rattachent ou se rejoignent d'une façon ou d'une autre sous l'intitulé modernisme. Je le cite. The characteristics we associate with modernism elsewhere took on in France more specific or local designation. Naturalism, impressionism, post-impressionism, symbolism, decadence, dada, surrealism, the new novel, etc. Ce que ce spécialiste observe, c'est une sorte de convergence chez la plupart des écrivains et artistes qui se sont réclamés de ces différents courants, dans la mesure où ils partageaient un certain nombre d'interrogations ou de postures, dont une prédilection pour l'expérimentation formelle, ainsi qu'une conception de soi en tension avec la bourgeoisie et les changements sociaux en lien avec la modernisation. En fait, le modernisme serait un mouvement de mouvements, comme l'ont décrit Bradbury et McFarlane. Donc, ce qui permet aussi de prendre en compte les diverses influences qui permettent d'enrichir la compréhension des productions artistiques de Claude Cahun, car on constate en effet que les nouvelles qui composent le recueil Héroïne, auquel je m'intéresse aujourd'hui, portent les traces de l'expérimentation moderniste telle que la conçoivent les théoriciens du courant. Elle-même scolarisée en Angleterre, Cahun aura sans doute été sensibilisé à cette poétique. Les nouvelles ont fait l'objet d'une diffusion fragmentée. Donc, elles ont été réunies en 2002 seulement dans les écrits, puis en 2006 aux éditions des Mille et une nuits. Chaque texte, donc, ressuscite sur le mode du détournement un mythe féminin tiré de l'Antiquité et témoigne du rapport ambivalent qu'entretient le modernisme littéraire avec le passé. Mon propos aujourd'hui vise à examiner, au regard du modernisme littéraire, les procédés scripturaires mis en œuvre par Claude Cahun comme moyen de renouvellement formel et thématique qui mettent au jour des représentations inédites du féminin. Ensuite, on verra à quels égards ces stratégies déploient une poétique moderniste du fragmentaire et de l'hétérogène. Selon l'expression consacrée par Virginia Woolf dans Mr. Bennett and Mrs. Brown, en décembre 2010, ou aux environs de cette date, le caractère humain s'est trouvé bouleversé. Il est vrai que la crise des signes et des symboles à laquelle on assiste dans les premières décennies du XXe siècle a contribué à ébranler les certitudes, notamment en ce qui a trait aux rapports polarisés entre les personnes. Les identités deviennent elles aussi plus diffuses et floues, et les artistes influencés par ces changements tous azimuts, puis par le choc de la Grande Guerre, ont cherché à les traduire dans leurs œuvres en renégociant les valeurs en place. Comme le rappelle Pericles Lewis, ils ont répondu à l'appel d'Ezra Pound, Make It New, une formule résumant les aspirations du modernisme et enjoignant les artistes à développer de nouvelles techniques, des formes d'art inédites, les implorant aussi de cesser de considérer le réel en fonction d'un prisme unique. Au désir d'attaquer les codes artistiques traditionnels se greffe, chez les artistes de cette période, une volonté commune de libérer les formes, de s'affranchir des représentations mimétiques et de fonder une esthétique nouvelle. Plus spécifiquement, la poétique moderniste qui s'est élaborée sur le plan littéraire se caractérise entre autres par l'éclatement des formes traditionnelles du récit, de la narration, par le travail sur la subjectivité, l'amplification du rôle du lecteur, le recours aux mythes anciens, la multiplicité des perspectives et l'intégration d'autres objets culturels. Dans les années 20, le modernisme se définit principalement en fonction du contexte anglo-américain par des œuvres
d'auteurs anglophones autour des figures d'Ezra Pound, T.S. Eliot et James Joyce. Le canon laissait peu de place aux textes de femmes, comme Catherine Mansfield, Virginia Woolf ou H.D., et aussi aux questions que leurs œuvres soulèvent en matière d'identité sexuelle et de rôle sexué. Progressivement, la définition s'est dilatée et depuis une trentaine d'années, la critique littéraire, notamment féministe, a été amenée à redéfinir le canon, à l'ouvrir aux auteurs femmes, entre autres. C'est donc en fonction du cadre élargi proposé par ce qui est maintenant convenu d'appeler les nouvelles études modernistes que j'aborde les héroïnes. L'un des principaux attributs de la poétique moderniste réside dans la convocation des récits canoniques anciens par la réécriture, dont le travail appelle d'emblée celui qu'on effectue en amont, c'est-à-dire la lecture. Selon les directeurs du collectif Les Réécrivains, Patrick Bergeron et Marie Carrière, je cite, un lien essentiel, vital, inaliénable unit le créé et le recréé. Le geste d'écrire est celui de recycler. On écrit parce qu'on a lu. Fin de la citation. Ainsi, Claude Cahun choisit ses protagonistes parmi les grands mythes féminins qui ont marqué l'imaginaire occidental, et le travail exercé sur les modèles ancestraux s'exprime d'emblée. Au fil de la lecture, les figures féminines qu'elle convoque laissent place à d'autres modèles de femmes, chacune proposant sa propre vision, les images anciennes percolant plus ou moins dans les nouvelles. Les titres des contes mis en parallèle avec l'intitulé « Héroïne » affirment l'horizon de lecture. Les titres comme La sadique Judith, Salomé la sceptique ou Sappho l'incomprise, par exemple, imposent une perspective autre sur l'hypotexte, mais en même temps, ils appellent sa reconnaissance. Ils établissent un cadre discursif commun, puisque les récits d'origine sont connus pour la plupart dans la société occidentale. Au sujet de la reprise des mythes fondateurs par des femmes auteurs, Lise Gauvin et Andrea Aubert-Hubert expliquent: on peut analyser la reprise des mythes fondateurs comme un désir de déconstruire une vision de l'histoire, dans le but d'en adopter une autre, de proposer à travers l'objet détourné un changement de perspective, voire d'esquisser une utopie au féminin. Fin de la citation. En fait, le recours au récit transhistorique est un procédé fréquent chez les modernistes qui s'applique aussi à juxtaposer ces éléments à des composantes de la culture populaire et à intégrer dans l'œuvre dérivée des fragments culturels cosmopolites. On peut penser à Wasteland, par exemple, pour donner un exemple canonique de cette poétique qui met aussi de l'avant le foisonnement intertextuel. Il s'agit d'une stratégie qui permet, entre autres, d'établir une filiation, mais avec des modèles littéraires distincts de ceux de la génération précédente dont on souhaite se dissocier, mais en déviant le sens du texte initial pour soumettre une interprétation renouvelée. Chez les modernistes institutionnels masculins, on recourait souvent aux mythes anciens pour exprimer la nostalgie d'un ordre ancestral qu'on cherche rétablir. T.S. Eliot, dans le texte fondateur Ulysses, Order and Myth, publié en 1923, décrit le recours au mythe comme « a way of controlling, of ordering, of giving a shape and a significance to the immense panorama of futility and anarchy, which is contemporary history ». Or, chez les femmes auteurs, l'appel au récit ancien vise plutôt à démontrer l'inadéquation des modèles antérieurs, d'en soulever les failles, notamment par leur détournement. Il s'agit aussi souvent pour elles, selon Alicia Stricker, de construire une nouvelle mythologie au féminin qui les inclut plutôt que de les exclure. Il résulte de cette pratique un effet de lecture inférent des perspectives multiples. Dans les héroïnes, les références et images figées font place à diverses visions non idéalisées du féminin. Le regard posé sur ces femmes se trouve déstabilisé, le point de vue recadré. Dans Ève la trop crédule, le mélange des genres modernistes est à l'œuvre. La trame narrative prend naissance dans le livre de la Genèse autour de l'histoire du couple Adam et Ève. À la lecture de la version kahunienne de ce méta-récit, ce qui frappe, c'est le changement de focalisation que l'auteur fait subir au récit, une transfocalisation, pour reprendre les termes de Genette, maîtresse de son histoire dans sa nouvelle configuration narrative, s'adressant à un public dans une structure qui rappelle celle du conte, Ève se trouve repositionnée dans la société contemporaine consumériste. Le conte s'ouvre sur une citation fictive en exergue, un 11e commandement. Vous reconnaîtrez la citation convoquée ce matin par Gail Zachman.
Donc, le 11e commandement qui détourne le discours autoritaire biblique, prescrivant de ne jamais se fier aux messages publicitaires publiés dans les journaux, lesquels se révèlent ici de véritables bibles contemporaines. Je cite, « Il faut éviter les drogues de toutes sortes, spécialement celles recommandées dans les journaux comme guérissant toutes les maladies. » Ce commandement se trouve aussitôt tourné en dérision, puisque la narration s'empresse d'ajouter, comme pour montrer l'absurdité de l'injonction, paru lui-même dans une notice recommandant un certain médicament pour lequel on craignait la concurrence, il faut croire. Ensuite, un jeu polysémique s'installe dans la dédicace. Aux Évêques, petite correspondance du journal Ève, et en général à toutes les jeunes filles passées, présentes et à venir. Il s'agit, comme on l'a vu ce matin, d'une référence au magazine créé par le père de Caïn, Maurice Schwab, un clin d'œil au lectorat qui permet de convoquer aussi les magazines féminins, lesquels comportent un lourd bagage publicitaire destiné aux femmes et qui ont par ailleurs contribué à construire et à diffuser l'image de la femme nouvelle en France. La rhétorique publicitaire émaillant les magazines féminins, auxquels Ève, ménagère contemporaine, selon l'expression de Joël Papillon, est si sensible, se voit raillée. Élément central de la poétique moderniste, l'emprunt au discours dominant comme matériau artistique se conjugue à une critique de la société consommatrice pour créer un choc, pour troubler le lecteur, le déranger. En cela réside la charge subversive de ce processus d'appropriation opéré par l'auteur. S'instaure par ailleurs un rapport de continuité entre les protagonistes du recueil et leur modèle par un effet palimpseste, puisque sous les traits de la nouvelle Ève, des nouvelles Ève, Judith et autres, apparaissent ceux de leurs aïeuls textuels. Salomé la sceptique explique ce procédé palimpseste. Je la cite. Mais d'autres assuraient qu'il déformait à dessein les traits de l'héroïne. Fardée, maquillée, mettez-lui un faux nez gratté. La grimace reparaît. La femme, elle est toujours en dessous. C'est ainsi que certains gènes récessifs transparaissent, comme la nature influençable d'Ève, par exemple. Aucun poète n'a son sens complet par lui-même, propose Eliot dans La tradition et le talent individuel. Selon lui, l'ancien et le nouveau se conforment l'un à l'autre, le passé est modifié par le présent, tout comme le présent est dirigé par lui. Ainsi se donnent à voir différemment les figures d'origine sous l'éclairage de leur réinvestissement caïnien. À l'instar de la femme nouvelle, les héroïnes telles qu'imaginées par Claude Cahun cherchent à s'affranchir, mais elles se trouvent souvent entravées comme si leur destin n'était pas encore abouti, mais à construire. En remodelant les figures canoniques d'Ève et de ses sœurs, l'auteur crée une représentation du féminin renouvelée, composite, non univoque, dont celle de la femme nouvelle qui a inspiré de nombreux personnages ambivalents, notamment chez les femmes auteurs. Figure de l'émanation féminine des premières décennies du XXe siècle en France, s'incarnant autour du thème de la gentilité, la femme nouvelle prête ses traits de multiples représentations textuelles. Auteur, actrice, célibataire, travailleuse, étudiante, déchirée le plus souvent entre les normes traditionnelles figées et les promesses d'un avenir plus libéral. Dans le contexte plus circonscrit du modernisme littéraire, Paul Poplavsky propose la définition suivante à l'entrée New Woman. A figure of social rebellion and cultural mythology, the New Woman stands on the cusp between the 19th century woman question and its transformation into a distinctly modern, 20th century concern with the sexual meaning of femininity, epitomized in the psychoanalysis of Sigmund Freud and the so-called sex science or sexology of Havelock Ellis. Par ailleurs, le travail sur le genre se situe au cœur des innovations modernistes et en investissant les thèmes des identités sexuelles et des rôles sexués, en attaquant les codes genrés, Cahun contribue à ébranler les perceptions et les idées reçues en ce qui a trait au traditionnel pôle identitaire. Dans la nouvelle Salmacis la suffragette est convoqué le mythe de l'androgyne, lequel peut faire écho au discours scientifique de l'époque au sujet de l'inversion sexuelle, avançant l'idée que l'homosexualité serait justement le fait qu'une âme femelle habiterait un corps mâle et vice-versa. La fusion des éléments féminins et masculins au sein d'un même être rappelle également les théories de l'anglais Edward Carpenter, militant pour les droits des femmes et des homosexuels qui développe la notion de sexe intermédiaire dans un ouvrage de 1908,
dans lequel il fait état, entre autres, des multiples facettes de l'entre-deux des pôles identitaires qui composent la race humaine. À l'instar de la notion de métamorphose des genres, qu'on est reprise du récit de Tiresias dans Wasteland et Orlando, par exemple, l'androgyne perçu comme l'être total est une idée répandue au 20e siècle naissant, investie dans les œuvres de plusieurs auteurs de l'époque. Il s'inscrit dans une esthétique qui répond aux interrogations de l'époque et aux changements de perception quant à l'existence d'un sujet unifié. Par ailleurs, la notion d'autosuffisance ou d'autonomie sexuelle, de stérilité volontaire par extraction ovarienne amenée dans la nouvelle, se révèle transgressive. Une action qui est aussi relancée par la référence aux suffragettes, qui sont source d'angoisse par le risque de virilisation du féminin qu'elles présentent. Les protagonistes mises en récit dans le recueil font état d'un désir féminin. Ce sont des femmes qui ont des sens, pour le dire comme Marguerite, sœur incestueuse. De surcroît, elles confessent des comportements tabous, notamment en matière de sexualité, ce qui ébranle l'imaginaire traditionnel associé au féminin et dévoile un renouveau thématique chargé sexuellement. Par le travail de résistance au code genré qui est mis en œuvre, ces contes cahuniers contribuent à l'architecture d'une mythologie de la femme nouvelle, offrant une galerie de personnages féminins mis en récit au moyen de jeux scripturaires novateurs, parfois ludiques, qui ne sont pas sans rappeler l'irrévérence des chroniques de Ladies' Almanac écrites et illustrées par Djuna Barnes dans les années 20, fictionnalisant le cercle lesbien gravitant autour de la salonnière Nathalie Barney. Dans un autre ordre d'idées, la question de l'identité socio-construite se profile aussi dans le texte Hélène la Rebelle. Dans les premières lignes, le lecteur d'aujourd'hui est saisi un clin d'œil préfigurant la théorie de la performativité telle qu'elle a été définie par Judith Butler, et témoignant, j'ai envie d'ajouter, de la richesse des thèmes modernistes dans leur capacité à irradier encore aujourd'hui. Je cite Hélène la Rebelle. « Je sais bien que je suis laide, mais je m'efforce de l'oublier. Je fais la belle. En tout, et surtout en présence de l'ennemi, je me comporte absolument comme si j'étais la plus belle. C'est le secret de mon charme. Mensonge, et je finirai moi-même par m'y laisser prendre. » L'héroïne confesse ainsi que c'est en réitérant l'acte de mimer l'attitude d'une belle femme qu'elle le devient aux yeux des autres et éventuellement à ses propres yeux. L'apprentissage dont elle profite la rend apte à se mettre, je cite, harmonieusement en colère, un oxymore qui fait saillir le caractère construit de la personnalité de la protagoniste en fonction d'un féminin socialement acceptable, dénué de toute spontanéité. D'autres jeux formels pouvant souligner l'acte d'énonciation sont à l'œuvre, le plus souvent sous le mode de l'ironie. Je pense par exemple au recours aux figures oxymoriques ou antithétiques, au métissage discursif déstabilisant qui se fait jour dans des expressions comme le poète « What's his name ?» utilisé par Salomé pour désigner Jean le Baptiste. Cette expression réunit discours autoritaire religieux et langage familier, en plus d'intégrer un fragment substantivé en langue anglaise. Se déclenche aussi dans cette expression une opposition surprenante entre mémoire et oubli. D'appartenance générique floue, se situant à la croisée du conte, de la fiction biographique, voire du théâtre, les textes brefs composant le recueil Héroïne déploient, par la pratique palimpseste qu'ils mettent en œuvre, ainsi que par les nombreux emprunts qui y sont réunis, une poétique de l'hétérogénéité. En même temps, le travail que l'auteur effectue sur le genre dans le remodelage des références témoigne des interrogations des artistes modernistes de l'époque à l'égard de la pluralité des identités. L'exploration formelle et discursive confère aux textes leur originalité tout en les inscrivant dans une continuité. La réappropriation des mythes grecs bibliques et autres, soulignent Patrick Bergeron et Marie Carrière, constitue assurément la manifestation d'une volonté d'inscrire une œuvre dans le sillage d'une autre, modèle ou palimpseste. Au sujet de la poétique moderniste, Périclès Lewis, dans The Cambridge Introduction to Modernism, va dans le même sens. Je cite, « Modernist experiments seldom simply destroyed or rejected traditional methods of representation,
or traditional literary forms. Rather, the modernists sought to enter into a sort of conversation with the art of the past, sometimes reverently, sometimes mockingly. C'est à ce type de conversation que nous convie Claude Cahun, ses contes modernistes reconfigurant les figures féminines du passé en femmes nouvelles du XXe siècle aux multiples facettes, tiraillées entre rupture, rémanence et renouveau, constituent un lieu dans lequel se côtoient tradition et contemporanéité pour créer une œuvre novatrice, originale, ou pour le dire avec T.S. Eliot, vraiment nouvelle.